Vous ne pouvez pas entrer avec ce chien, madame. C'est une prison de haute sécurité. Le gardien barra l'accès à Rebecca à l'entrée. S'il vous plaît, c'est le dernier vœu de ma sœur avant son exécution. La voix de Rebecca trembla alors qu'elle tenait fermement la laisse de Max. Madame, nous ne faisons aucune exception, surtout pas pour les meurtriers condamnés. Les autres visiteurs observaient et murmuraient au sujet de cette femme qui tentait d'introduire un animal dans le couloir de la mort. Ce que personne ne savait, c'est que ce berger allemand portait des preuves qui allaient dévoiler la plus grande conspiration de l'histoire judiciaire du Texas. Avant de plonger dans cette incroyable histoire de loyauté et de justice, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous nous suivez. Vous êtes sur le point de découvrir comment le lien entre une femme et son chien a permis de révéler un complot mortel. Bonne lecture. Les murs froids de la prison fédérale de Huntsville avaient vu passer bien des matins, mais aucun comme celui-ci. Sarah Mitchell était assise sur son lit étroit, les mains tremblantes, les yeux rivés sur l'horloge numérique. 5h30. Dans 3h30, elle serait morte. Le claquement métallique des pas résonnait dans le couloir, alors que le directeur James Crawford approchait de sa cellule. Son visage marqué portait les traces de 28 années dans le système carcéral. Mais ce jour-là, une lueur différente brillait dans ses yeux. « Sarah, dit-il doucement en s'arrêtant devant les barreaux, avez-vous besoin de quelque chose avant ?» Sarah leva les yeux, le regard vide mais résolu. « Une chose, directeur Crawford. Je sais que c'est insensé, mais je veux voir Max une dernière fois. » Crawford fronça les sourcils. « Max, mon chien, » murmura Sarah, la voix brisée. « C'est un berger allemand. Ma sœur Rebecca s'en occupe depuis que je suis ici. Je connais les règles, mais s'il vous plaît, c'est tout ce qu'il me reste. Il est le seul à croire encore en mon innocence. » Le directeur se sentit mal à l'aise. En toute sa carrière, jamais il n'avait reçu une telle demande. Les animaux étaient strictement interdits dans le quartier de haute sécurité, surtout le jour d'une exécution. « Sarah, vous savez que c'est impossible. S'il vous plaît, » l'interrompit-elle en se levant, agrippant les barreaux. « Je l'ai élevé depuis qu'il était chiot. Je l'ai trouvé abandonné, mourant, sur une route de campagne. Nous nous sommes sauvés l'un l'autre. Il me rend visite chaque semaine et je vois dans ses yeux qu'il sait que je n'ai pas tué mon mari. » Crawford scruta son visage. Malgré toutes les preuves contre elle, malgré le verdict du jury, il y avait dans son désespoir une sincérité troublante. « Je vais voir ce que je peux faire, » dit-il enfin. Les yeux de Sarah s'emplirent de larmes. « Merci, c'est tout ce que je veux. Juste lui dire au revoir, à la seule âme qui n'a jamais douté de moi. » En s'éloignant, Crawford ne pouvait s'empêcher de penser que cette simple requête était peut-être plus importante qu'il n'y semblait. Des années plus tôt, la vie de Sarah Mitchell semblait parfaite de l'extérieur. Avocate spécialisée dans les droits humains, elle dirigeait son propre cabinet à Houston. Son mari, David Mitchell, possédait une grande entreprise de construction au Texas et leur manoir s'étendait sur un terrain de 2 hectares dans un quartier huppé. Mais cette perfection n'était qu'une façade. Sarah rencontra David en 2013 lors d'un gala de charité. Charismatique, riche et déterminé, ils la conquirent. Ils se marièrent en 2014 lors d'une cérémonie médiatisée. La première année, David était l'époux idéal. Fleurs, voyages luxueux, soutien à sa carrière d'avocate. Tout bascula en 2015. David se mit à boire davantage, critiquant le travail de Sarah, le qualifiant de fadaise sentimentale. Lorsqu'elle défendait ses clients, il entrait dans des colères noires. La première fois qu'il la frappait, ce fut lors d'une dispute à propos d'une affaire concernant une famille d'immigrants. « Tu te préoccupes plus des étrangers de ton mari » hurla-t-il avant de la gifler. Choquée, Sarah reçut ses excuses larmoyantes et ses promesses que cela ne se reproduirait plus. Mais la violence s'intensifia au fil des 2 années suivantes. David contrôlait ses finances, surveillait ses appels, l'isolait de ses amis. Sarah était prisonnière, trop humiliée pour en parler. Le 15 septembre 2017, David fut retrouvé mort dans notre bureau, 3 balles dans la poitrine. Sarah découvrit le corps en rentrant d'un rendez-vous professionnel et appela le 911. Mais la police la suspecta immédiatement. Les preuves étaient écrasantes. Ses empreintes sur l'arme, des résidus de poudre sur ses mains, des témoignages de voisins rapportant des disputes fréquentes. Son avocat plaida la légitime défense, mais l'accusation la présenta comme une meurtrière froide et calculatrice. Le jury ne délibéra que 4 heures avant de la déclarer coupable de meurtre au 1er degré. Le juge prononça la peine de mort. Des mois plus tard, Sarah attendait dans sa cellule, prête à mourir pour un crime qu'elle jurait ne pas avoir commis. Le seul à croire en elle était un chien, nommé Max. Un matin glacial de février 2016,
Sarah aperçut Max pour la première fois. Rentrant d'une audience difficile, elle remarqua quelque chose sur le bord de l'autoroute 6. Pensant d'abord à un débris, elle s'arrêta et découvrit un jeune berger allemand, à peine vivant, couvert de sang. Sa patte gauche était gravement blessée, ses côtes saillaient sous son pelage emmêlé. Quelqu'un l'avait abandonné à une mort certaine. « Tout va bien, mon garçon », murmura Sarah en l'enveloppant dans son manteau. Elle l'emmena d'urgence chez le docteur Marcus Thompson, un vétérinaire expérimenté d'une 60aine d'années. Après 3 heures d'opération, le médecin sauva le chien. « Il a eu de la chance que vous l'ayez trouvé, » dit-il. « 1 heure de plus, et il était fini. Savez-vous à qui il appartient ?» Sarah secoua la tête. Aucun collier, aucune puce électronique, personne ne le réclama. En regardant l'animal endormi, elle prit une décision qui changerait tout. « Je vais le ramener chez moi », déclara-t-elle. Elle le nomma Max, et ils devinrent inséparables. Max se rétablit pleinement et suivait Sarah partout. Il semblait sentir les humeurs de David. Lors des pires disputes, Max s'interposait, grognant doucement. David détestait le chien. « Débarrasse-toi de ce cabot !» criait-il. Mais Sarah refusait. Max était son seul réconfort dans un mariage devenu un cauchemar. Lorsqu'elle pleurait, il léchait ses larmes. Après l'arrestation de Sarah, Rebecca prit Max en charge, l'amenant chaque semaine à la prison. Max pressait son museau contre la vitre, gémissant comme s'il comprenait que Sarah était captive. Ces visites gardèrent Sarah saine d'esprit durant ces mois les plus sombres. Max n'avait jamais cessé de croire en son innocence, même quand le monde entier l'avait abandonné. De retour dans son bureau, le directeur Crawford repensait aux paroles de Sarah. En 18 ans de carrière dans le système carcéral, jamais il n'avait été confronté à une demande aussi inhabituelle. Les animaux étaient formellement interdits dans les zones de haute sécurité, particulièrement le jour d'une exécution. Il s'assit, fixant le manuel de réglementation de la prison. La page 247 était explicite. Aucun animal non autorisé n'était admis, quelles que soient les circonstances. Enfreindre cette règle pouvait ruiner sa carrière. Pourtant, quelque chose dans la requête de Sarah le perturbait. Il avait vu des centaines de condamnés à mort passer leurs dernières heures. La plupart imploraient la clémence, proclamaient leur innocence ou maudissaient le système. Sarah était différente. Elle ne demandait pas à être épargnée, seulement à dire adieu à son chien. Crawford décrocha son téléphone et appela le bureau du directeur à Austin. « Monsieur, j'ai une requête inhabituelle de Sarah Mitchell. Elle souhaite voir son chien avant l'exécution. » Un long silence suivit. « Vous savez que cela va à l'encontre de toutes nos règles, Jem, » répondit le directeur Phillips. « Je sais, monsieur, mais elle a été une prisonnière exemplaire depuis 18 mois. Aucune infraction, aucun incident. C'est sa seule demande. » « Que vous dit votre instinct, Jem ?» Crawford observait la cour de la prison par la fenêtre. « Mon instinct me dit qu'elle est sincère sur quelque chose. Je ne peux pas l'expliquer, mais elle ne se comporte pas comme une coupable. » Après un autre silence, Phillips céda. « 20 minutes, Jim, mais ça reste entre nous, et vous suivez le protocole de sécurité maximale. Si ça tourne mal, vous en assumerez les conséquences. » Crawford raccrocha et contacta immédiatement Rebecca, la sœur de Sarah. « Mademoiselle Johnson, ici le directeur Crawford de Huntsville. Amenez Max à la prison avant 7 heures demain matin. Votre sœur a l'autorisation de le voir. » Rebecca resta bouche bée. « Vous êtes sérieux ? Mon Dieu, merci. Sarah sera tellement reconnaissante. » « Les conditions sont strictes, avertit Crawford. Le chien doit passer un contrôle de sécurité complet. Au moindre problème, la visite sera annulée. » En organisant les détails, Crawford sentait que cette décision pourrait tout changer. Parfois, les moments les plus cruciaux se présentaient sous la forme des demandes les plus simples. Il espérait juste ne pas commettre l'erreur de sa vie. À 6h45, Rebecca arriva aux portes de la prison avec Max à l'arrière de son SUV. Le berger allemand, assis calmement dans sa cage de transport, semblait percevoir la gravité de l'instant. Les mains de Rebecca tremblaient en signant les formulaires. « Suivez-moi au poste de contrôle », ordonna l'agent Martinez. « Le chien doit être inspecté avant toute visite. » Ils emmenèrent Max dans une salle stérile où le docteur Patricia Hayes, vétérinaire consultante de la prison, attendait avec son matériel. Femme sérieuse d'une 50aine d'années, elle collaborait avec les forces de l'ordre depuis plus de 20 ans.
Comment s'appelle-t-il demanda-t-elle en ouvrant la cage. Max, répondit Rebecca. Il est très doux. Sarah l'a sauvé il y a 2 ans. Le docteur Hayes passa ses mains sur le corps de Max, cherchant des objets suspects ou des anomalies. Elle examina sa bouche, ses oreilles et ses pattes, avec une précision méthodique. Max resta immobile, comme s'il comprenait l'enjeu. « Il est clean pour l'instant », annonça-t-elle. Puis elle s'arrêta. Ses doigts détectèrent quelque chose sur le cou de Max, derrière son oreille gauche. « Attendez une seconde. » En écartant les poils, elle découvrit une fine cicatrice d'environ 2 cm, presque invisible. « C'est étrange, » murmura-t-elle, appelant Crawford. « Regardez cette marque. Elle a été faite par un chirurgien, mais ce n'est pas une procédure vétérinaire classique. » Crawford examina la cicatrice. « Une vieille blessure de chipio, peut-être. »« Non, » répondit le docteur Hayes. « C'est récent, 6 mois maximum, et trop précis pour être accidentel. Quelqu'un a fait cette incision au scalpel. » Rebecca fronça les sourcils. « Impossible! Max n'a subi aucune opération depuis l'arrestation de Sarah. Je l'aurais su. » Le docteur Hayes regarda Crawford. « Le protocole exige une radiographie pour toute marque chirurgicale inexpliquée. Ça pourrait cacher quelque chose. » Crawford sentit une boule se former dans son estomac. « Combien de temps ?»« 15 minutes, monsieur. » Il consulta sa montre. 7h45. L'exécution de Sarah était prévue à 9h. Il lui avait promis 20 minutes avec Max, mais tout prenait une tournure inattendue. « Faites-le », ordonna Crawford, « et sécurisez la pièce jusqu'à ce qu'on sache de quoi il s'agit. » À 7h50, un appareil de radiographie portable fut apporté. Max resta immobile sur la table métallique, tandis que le docteur Hayes positionnait l'appareil au-dessus de son cou. La machine bourna doucement, capturant l'image. Quand la radiographie apparut à l'écran, un silence pesant envahit la pièce. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura Crawford. Un petit objet rectangulaire était clairement visible sous la peau de Max. Ce n'était pas une puce d'identification classique. L'objet était plus grand, plus complexe. « Je n'ai jamais vu ça », dit le docteur Hayes. « C'est artificiel, mais je ne peux pas dire quoi d'ici. » Crawford ordonna une évacuation partielle du bâtiment. « Code jaune, appelez les spécialistes en explosifs immédiatement. » Quelques minutes plus tard, le sergent Rodriguez, expert en détection d'explosifs, arriva avec son matériel. Il passa un détecteur de métaux sur le cou de Max, confirmant la position de l'objet. « Ce n'est pas un explosif », annonça-t-il après plusieurs tests, « mais c'est un dispositif électronique, probablement de stockage. » Le docteur Hayes prépara une anesthésie locale. « Je peux l'extraire sans danger, mais j'ai besoin d'une autorisation pour opérer. » Crawford consulta sa montre. 8h10. Il restait 50 minutes avant l'exécution. Rebecca, en larmes dans un coin, était désemparée. « Je ne comprends pas. Qui aurait mis quelque chose dans Max et pourquoi ?»« Opérez », ordonna Crawford. « Je veux savoir ce que c'est. » Le docteur Hayes travailla avec précision. L'objet, de la taille d'une clé USB, était enveloppé dans du plastique médical. « C'est une carte micro-SD modifiée », dit Rodriguez en l'examinant. « Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour la cacher. » Crawford sentit son pouce accélérer. En 30 ans de carrière, il n'avait jamais vu une chose pareille. « Peut-on lire son contenu ?»« Avec un ordinateur, oui, » répondit Rodriguez. Alors qu'il s'apprêtait à découvrir les secrets de Max, Crawford se demandait « Sarah savait-elle pour cet objet ? Et si oui, que cachait-elle au point de risquer la vie de son chien pour le protéger ?» À 8h25, le technicien médico-légal Michael Torres connecta la carte à son ordinateur portable. L'écran afficha des dizaines de fichiers audio datés d'avril à septembre 2017. Crawford, derrière lui, sentait l'urgence des minutes qui écoulaient. 43 enregistrements. Certains durent quelques secondes, d'autres plusieurs minutes. « Lancez le premier », ordonna Crawford. Torres cliqua sur un fichier du 15 avril 2017. La pièce devint silencieuse alors que des voix s'élevaient. La première était celle de David Mitchell, le mari présumé mort. « Tu es sûr que ça va marcher, Kane ?» Sa voix est nerveuse mais excitée. Une voix plus grave répondit. « David, je suis procureur depuis 15 ans. Fais-moi confiance. Quand j'aurai fini, tout le monde croira que tu es mort et que Sarah t'a culpé. » Crawford sentit un frisson glacé. Robert Kane, le procureur qui a fait condamner Sarah, complotait avec la victime. « Et Elker, c'est réglé. On a trouvé un sans-abri de ta taille et de ta borsure. Walsh s'occupera de l'autopsie et falsifiera les empreintes dentaires. Personne ne posera de questions. » L'enregistrement se poursuivit, David et Kane discutant de transferts d'argent et de plans d'évasion. Quand il s'arrêta, un silence de mort régnait. « Passez le suivant », dit Crawford, la voix tendue par la colère. Torres lança un fichier de mai 2017. 3 voix cette fois. David, Kane et une femme.
Inspectrice Morrison, êtes-vous prête à placer l'épreuve demanda Kane. Pour 2 millions, je fais tout ce que vous voulez. Je m'assure que les empreintes de Sarah soient sur l'arme et qu'il y ait des résidus de poudre sur ses mains. Crawford reconnut la voix de Linda Morrison, l'inspectrice principale qui avait arrêté Sarah. Elle ne semblait pas chercher la vérité, mais à fabriquer des mensonges. À mesure que les enregistrements défilaient, une vérité terrifiante se dessinait. Sarah n'avait pas tué son mari. David avait simulé sa mort et l'avait fait accuser, avec l'aide de ceux censés défendre la justice. Chaque nouvel enregistrement dévoilait des détails plus choquants sur le complot qui avait conduit Sarah dans le couloir de la mort. Dans un fichier de juin 2017, David révélait ses véritables motivations à Kane. « L'enquête fédérale se rapproche trop », disait-il. « Ils ont découvert les 15 millions que j'ai détournés des contrats gouvernementaux. Si je ne disparais pas vite, je finirai ma vie en prison. » La voix de Kane restait calme, presque professionnelle. « Donc tu simules ta mort, Sarah prend la faute et tu repars de zéro au Mexique avec une nouvelle identité ?»« L'argent est déjà sur des comptes aux îles Caïmans, » répondit David. « Une fois Sarah condamnée, je pourrais y accéder en toute sécurité sous le nom de Richard Stone. » Un autre enregistrement impliquait le docteur Edward Walsh, le médecin légiste chargé de l'autopsie de David. « 5 millions pour falsifier un rapport, » lui dit Kane. « Identifier le corps du sans-abri comme étant celui de David Mitchell. Échanger les dossiers dentaires et personne ne verra la différence. » Walsh, nerveux, s'inquiétait. « Et si on conteste mes conclusions ?»« Personne ne le fera, » assura Kane. « Je m'assure que l'enquête reste superficielle. Morrison se concentrera sur Sarah. » L'enregistrement le plus troublant, daté de juillet 2017, réunissait les 4 conspirateurs. David, Kane, Morrison et Walsh. « Sarah commence à se douter de quelque chose, » rapporta David. « Elle pose des questions sur mes appels et me surveille. »« Alors on accélère le calendrier, » décida Kane. « Morrison, combien de temps pour placer l'épreuve ?»« 2 semaines, » répondit-elle. « J'ai besoin de récupérer les empreintes de Sarah sur l'arme et de préparer les résidus de poudre. » « Assurez-vous qu'il y ait des témoins de leur dispute, » ajouta Kane. « Le jury doit croire qu'elle avait un mobile. » Crawford, écœuré, écoutait ces gens planifier froidement la destruction d'une femme innocente. Ils n'étaient pas de simples criminels, ils étaient les gardiens de la justice. Les enregistrements révélaient une vérité accablante. Sarah Mitchell était innocente, trahie par le système de la pire manière. Le fichier crucial, daté du 10 août 2017, exposait le plan dans ses moindres détails. « J'ai trouvé le corps parfait », se vanta David. « Un sans-abri, Jeremy Walsh. Sans famille, personne ne le cherchera. Même taille, même carrure que moi. Le contact de Morrison s'en occupe demain soir. » Kane, glacial, demanda « Et la scène du crime ?»« Je tirerai 3 balles dans la poitrine de Jeremy, comme prévu pour ma fausse mort. Ensuite, on brûlera son visage et ses mains à l'acide pour compliquer l'identification. Walsh s'en occupera du reste. » Crawford sentit la nausée monter en entendant David décrire le meurtre d'un innocent pour piéger Sarah. « Et l'alibi de Sarah ?» demanda Kane. « Elle a un rendez-vous avec un client ce soir-là. Je me suis assuré qu'il soit programmé à l'heure exacte. Elle rentrera, trouvera le corps, appellera le 911 et tombera dans le piège. » Morrison placerait les empreintes sur l'arme pendant l'interrogatoire et les résidus de poudre sur ses mains lors de l'arrestation. Kane veillerait à orienter l'enquête uniquement contre Sarah. « La beauté de ce plan, » fanfaronnait David, « c'est que Sarah ne se doutera de rien. Elle pense que je suis juste un mari violent. Elle n'imagine pas que je suis assez malin pour orchestrer ma mort et lui faire porter le chapeau. » Kane riait. « Quand elle comprendra, elle sera sur la table d'exécution. Et toi, au Mexique, avec 15 millions. » Un enregistrement d'août montrait David s'entraîner à incarner Richard Stone avec de faux papiers et un appartement loué à Tijuana. « Une fois Sarah arrêtée, j'attends 3 jours. Puis je passe la frontière. Richard Stone a un passeport valide et un compte bancaire prêt. En 1 semaine, je serai disparu. » Le dernier fichier de cette série était un monologue de David, comme un journal d'intime. « Demain, c'est le grand jour. Sarah n'a aucune idée que son mari va détruire sa vie. Elle mourra en croyant qu'elle n'a pas prouvé son innocence, et moi, je serai libre avec plus d'argent que j'en ai jamais rêvé. Parfois, la meilleure vengeance, c'est de laisser quelqu'un d'autre payer pour vos crimes. » À 8h20, à 40 minutes de l'exécution, Torres découvrit des enregistrements qui changeaient tout. Ce n'étaient pas des conversations entre conspirateurs, mais la voix de Sarah, chuchotante avec urgence. Le premier, daté du 18 juillet 2017, commençait ainsi. « Je ne sais pas qui écoutera ceci, mais je dois enregistrer ce que j'ai découvert. David parlait au téléphone dans son bureau
et je l'ai entendu évoquer sa fausse mort. Il a dit que je serais accusé de l'avoir tué. Crawford sentit un frisson le parcourir. Sarah avait découvert le complot. J'ai enregistré ses appels toute la semaine dernière. Il ne sait pas que j'ai une application d'enregistrement sur mon téléphone. Je capte tout depuis la pièce d'à côté. Un fichier du 25 juillet 2017 révélait l'ampleur de l'horreur. « C'est pire que je ne le pensais », disait Sarah, la voix tremblante. « David travaille avec le procureur Robert Kane et l'inspectrice Linda Morrison. Il prévoit de tuer un sans-abri et d'utiliser son corps pour simuler la mort de David, puis de m'accuser. » Crawford comprit que Sarah avait collecté des preuves pendant des mois. « J'ai appelé le docteur Thompson aujourd'hui. C'est notre vétérinaire depuis des années, je lui fais confiance. Je lui ai parlé du danger et il a proposé une idée qui pourrait me sauver si leur plan réussit. » Un autre enregistrement, du 5 août 2017, détaillait l'opération. Le docteur Thompson a implanté une carte micro SD dans le col de Max aujourd'hui. Max a été courageux. La carte contient tous mes enregistrements. Si je suis arrêté et que je ne peux pas prouver mon innocence, ces preuves pourraient me sauver. Le dernier enregistrement de Sarah était déchirant. Si vous entendez ceci, c'est que le pire est arrivé. David m'a piégé et je vais probablement mourir pour un crime que je n'ai pas commis, mais Max porte la preuve de mon innocence. Il n'est pas seulement mon Dieu, il est mon seul espoir de justice. À 8h30, à 30 minutes de l'exécution, Crawford appela le bureau du FBI à Houston. Ici le directeur Crawford, prison de Houston. Je dois parler à l'agent Martinez immédiatement. Nous avons des preuves d'un complot impliquant Robert Kane et Linda Morrison. Puis il contacta le gouverneur Richard. Gouverneur, ici Jim Crawford, je demande un sursis immédiat pour Sarah Mitchell. Nous avons des enregistrements prouvant son innocence et la survie de son mari. Jim, vous avez intérêt à être sûr de vous. Je ne peux pas arrêter une exécution sur de simples allégations. Nous avons 43 enregistrements des conspirateurs planifiant tout. David Mitchell est vivant, au Mexique, sous une fausse identité. Torres vérifiait les fichiers audio confirmant leur authenticité. Les voix correspondaient à celles de Kane, Morrison et David. À 8h45, les agents du FBI investissaient la prison. Martinez prit possession des preuves, tandis que Rodriguez coordonnait les arrestations. Nous devons localiser David Mitchell. Il vit à Tijuana sous le nom de Richard Stone. Rodriguez lança des mandats d'arrêt contre Kane, Morrison et Walsh. Kane est au tribunal, Morrison chez elle, Walsh à la morgue du Cantier. À 8h50, Martinez contacta les autorités mexicaines pour localiser David. Crawford fixait l'horloge. 10 minutes avant l'exécution. La radio de Rodriguez grésilla. Kane en garde à vue ci. Morrison arrêté, mais Walsh, il est mort, suicide. Il a laissé une lettre de confession. À 8h95, le gouverneur appela. Jim, sur la base des preuves fournies par le FBI, j'accorde un sursis immédiat. La peine de Sarah Mitchell est suspendue en attente d'enquête. Crawford raccrocha, réalisant qu'ils avaient réussi l'impossible. Avec 5 minutes d'avance, ils avaient sauvé une innocente. À 10h, le FBI avait appréhendé les 3 conspirateurs encore en vie. Les interrogatoires débutèrent immédiatement dans des salles séparées du bureau de Houston. Robert Kane, vêtu d'un costume froissé, faisait face à l'agent Martinez. Autrefois procureur respecté du comté de Harris, il risquait désormais la prison à vie. « Ces enregistrements sont faux », protesta-t-il faiblement. « Quelqu'un essaie de me piéger. » Martinez posa une tablette sur la table et lança un fichier audio. La voix de Kane résonna, détaillant la fabrication de preuves contre Sarah. « Ce n'est pas moi », murmura Kane sans conviction. « Monsieur Kane, nos experts en analyse vocale confirmeront que c'est votre voix », rétorqua Martinez. « Nous avons aussi des relevés bancaires prouvant des virements de David Mitchell vers vos comptes. Vous êtes accusé de complot de meurtre, fraude et entrave à la justice. » Après 1 heure, Kane s'effondra. « Ce n'était pas censé se passer ainsi », gémit-il, la tête entre les mains. « David m'a dit que ce serait une simple fraude. Je n'ai jamais voulu que Sarah soit exécutée. » Dans une autre salle, l'inspectrice Morrison restait muette, refusant de répondre. Mais les preuves étaient écrasantes. Les enregistrements confirmaient qu'elle avait placé les empreintes et les résidus de poudre. Pendant ce temps, la police mexicaine localisa David Mitchell dans un modeste appartement à Tijuana. Vivant confortablement sous l'identité de Richard Stone avec ses 15 millions volés, il tenta de fuir à l'arrivée des autorités. Ils le rattrapèrent 3 rues plus loin, une valise pleine d'argent liquide et de faux papiers en sa possession. « C'est une erreur », clama-t-il, menotté. « Je suis Richard Stone, je ne connais pas de David Mitchell. » Mais lorsque les agents du FBI lui firent écouter les enregistrements, son masque tomba. « Comment avez-vous ça ?» demanda-t-il, abasourdi. « J'ai été si prudent. Personne ne savait, sauf nous 4. » « Votre femme savait, » répondit Martinez. «
Elle a tout enregistré et caché les preuves là où vous n'auriez jamais regardé. La rage déforma le visage de David. Sarah? Impossible. Elle n'est pas assez intelligente pour me déjouer. Elle l'a été assez pour sauver sa vie, rétorqua Martinez, avec l'aide d'un chien qu'il aimait plus que vous ne l'avez jamais fait. La lettre de suicide du Dr Walsh, trouvée près de son corps, avouait tout. Il confessait avoir falsifié l'autopsie et manipulé les dossiers dentaires, rongés par la culpabilité. Le 16 mars 2018, après 18 heures d'enquête et de vérification des preuves, Sarah Mitchell quitta la prison de Huntsville en femme libre. Le gouverneur tint une conférence de presse, Sarah à ses côtés, sur les marches du Capitole. « Aujourd'hui, nous avons vu l'échec et le triomphe de notre système judiciaire », déclara-t-il. Sarah Mitchell a été injustement condamnée, mais la vérité l'a libérée. L'État du Texas présente ses excuses officielles pour cette erreur tragique. Sarah, vêtue d'une robe simple portée par Rebecca, restait silencieuse. Après 18 mois d'incarcération, la liberté semblait irréelle. Les journalistes criaient des questions, mais elle n'était pas prête à parler. « Comment vous sentez-vous d'être libre » lança un d'eux. Sarah regarda la foule, puis Max, assis à ses côtés, remuant la queue. « Je suis grand écrasé d'être en vie », répondit-elle simplement. « Merci à tous ceux qui ont aidé à révéler la vérité. » Plus tard, l'État proposa à Sarah une indemnisation de 8 millions de dollars pour sa condamnation injuste. Son avocat lui conseilla d'accepter, plutôt que de s'engager dans un long procès. « 8 millions ne me rendront pas ces 18 mois, confia-t-elle à Rebecca. Mais ils peuvent m'aider à reconstruire ma vie et à soutenir ceux qui vivent ce que j'ai traversé. » Les retrouvailles avec Max furent le moment le plus émouvant. Lorsqu'elle s'agenouilla pour l'enlacer, le chien sembla comprendre que leur cauchemar était fini. Il lui lécha le visage, se blottissant contre elle comme pour ne plus jamais la quitter. « Tu m'as sauvé, mon garçon », murmura Sarah dans son pelage. « Tu as porté la vérité quand personne ne me croyait. » L'histoire fit les gros titres mondiaux. Des journalistes du monde entier relatèrent l'histoire de cette femme sauvée par la loyauté de son chien. Sarah évita les interviews, préférant se concentrer sur sa guérison. Rebecca avait préservé sa maison et ses affaires pendant son incarcération. Ce soir-là, Sarah franchit le seuil de chez elle pour la première fois en 18 mois. Tout semblait inchangé, mais elle se sentait transformée. Max explora la maison, reniflant chaque coin, redécouvrant son foyer. Au moment de se coucher, il se leva près de son lit, comme autrefois. « On est à la maison, Max ?» dit Sarah en lui caressant la tête. « Enfin à la maison. » Pour la première fois depuis 18 ans, elle dormit paisiblement, sachant que justice avait été rendue. Dans les mois qui suivirent, l'affaire de Sarah bouleversa le système judiciaire texan. Le procureur général ordonna la révision de toutes les affaires traitées par Robert Kane en 15 ans. 8 dossiers furent immédiatement signalés pour corruption ou falsification. 3 autres personnes furent libérées après la découverte d'irrégularités graves. Linda Morrison fut condamnée à 25 ans de prison pour complot et falsification. Robert Kane écopa d'une peine à perpétuité sans possibilité de libération. David Mitchell, extradé du Mexique, fut condamné à mort pour le meurtre de Jeremy Walsh, le sans-abri utilisé pour simuler sa mort. Le scandale entraîna des réformes. La législature texane adopta des lois imposant un contrôle indépendant des affaires de peine de mort. Les procureurs durent respecter des règles plus strictes sur les preuves et les avocats de la défense obtinrent un meilleur accès au dossier. Sarah utilisa son indemnisation pour créer la fondation Mitchell pour la justice, aidant les femmes victimes de violences domestiques et de condamnations injustes. Elle engagea des avocats pour offrir une aide juridique gratuite aux plus démunis. « Je sais ce que c'est d'avoir le système contre soi », déclara-t-elle lors de l'inauguration. « Personne ne devrait affronter cela seul. » Le docteur Marcus Thompson lança un programme de chiens de thérapie pour les détenus, les aidant à surmonter dépression et anxiété tout en se préparant à la réinsertion. Max a prouvé que les animaux peuvent être des héros, dit-il. Rebecca écrivit un livre, La vérité à 4 pattes, un best-seller dont les bénéfices allèrent à des organisations contre la peine de mort. Crawford, promu directeur régional, instaura des politiques pour examiner les demandes inhabituelles des condamnés avec soin. « Les découvertes majeures viennent parfois de sources inattendues », déclara-t-il. La requête de Sarah semblait simple, mais elle a tout changé. Sarah se consacra à sa fondation et à sa reconstruction personnelle, évitant les apparitions publiques mais soutenant d'autres victimes d'erreurs judiciaires. Son affaire devint un cas d'étude dans les facultés de droit, soulignant l'importance d'enquêtes rigoureuses et les dangers de la corruption.
Le 16 mars 2019, un an après sa libération, Sarah inaugura le sanctuaire Max sur 20 hectares près de Houston. Financé par son indemnisation, ce lieu accueillait des animaux abandonnés et offrait des services juridiques gratuits aux victimes de condamnations injustes. Max, désormais âgé de 5 ans et mondialement célèbre, était à ses côtés, ses yeux vifs malgré son museau grisonnant. « Il y a un an, j'étais condamné à mort pour un crime que je n'avais pas commis », déclara Sarah à la foule. « J'ai été sauvé par l'amour d'un chien qui n'a jamais douté de moi. » La foule comptait des familles aidées par la Fondation, des avocats et des amoureux des animaux, tous touchés par ce lien unique. Max m'a appris que la vérité peut prendre des formes inattendues. Parfois, elle arrive avec 4 pattes et un cœur fidèle. Le sanctuaire avait déjà été 2 personnes à prouver leur innocence. Sarah baissa les yeux vers Max, devenu une icône mondiale. Elle se demandait si elle était en colère, mais elle choisit de se battre pour que cela ne se reproduise plus. Des agents du FBI, Crawford, Thompson et Rebecca étaient présents. À la fin, Sarah traversa le sanctuaire avec Max. Des dizaines de chiens sauvés jouaient dans les jardins, trouvant de nouveaux foyers. « Tu sais, Max, » dit-elle en l'enlaçant, « on a fait quelque chose de bien avec notre seconde chance. » Max remua la queue, en lui léchant le visage, comme autrefois. Au coucher du soleil, Sarah et Max rentrèrent chez eux, 2 survivants prouvant que l'amour et la vérité triomphent au mensonge. Leur histoire inspira des générations, montrant que les héros les plus grands prennent parfois des formes inattendues. Le 16 mars 2019, un an après sa libération du couloir de la mort, Sarah Mitchell se tenait devant une foule émue lors de l'inauguration du sanctuaire Max, un refuge de 20 hectares près de Houston. Financé par son indemnisation de 8 millions de dollars, ce lieu accueillait des animaux abandonnés et offrait des services juridiques gratuits aux victimes de condamnations injustes. Max, âgé de 5 ans, célèbre dans le monde entier, restait calmement à ses côtés, son museau grisonnant trahissant son âge, mais ses yeux toujours pleins d'y. « Il y a un an, j'étais condamné pour un crime que je n'avais pas commis », déclara Sarah, la voix ferme. « J'ai été sauvé par l'amour d'un chien qui n'a jamais douté de mon innocence. » La foule, composée de familles soutenues par la Fondation Mitchell pour la justice, d'avocats luttant contre les erreurs judiciaires et d'amoureux des animaux, écoutait avec émotion. « Max m'a appris que la vérité peut surgir là où on l'attend le moins, poursuivit-elle. Parfois, elle arrive portée par 4 pattes et un cœur fidèle. Le sanctuaire avait déjà permis à 2 personnes de prouver leur innocence, et sa clinique juridique offrait une aide gratuite à ceux qui n'avaient pas les moyens de se défendre. Sarah regarda Max, devenu une icône mondiale, recevant des milliers de lettres de gratitude. « On me demande si je suis en colère, » dit-elle. « Mais la rancune ne fait que détruire. J'ai choisi de faire en sorte que personne ne vive ce que j'ai enduré. » Le directeur Crawford, promu directeur régional, était présent, aux côtés du Dr Thompson, de Rebecca et de certains agents du FBI ayant contribué à l'affaire. À la fin de la cérémonie, Sarah traversa le sanctuaire avec Max. Des dizaines de chiens sauvés jouaient joyeusement, trouvant de nouveaux foyers aimants. « Tu sais, Max, » murmura-t-elle en l'enlaçant, « nous avons transformé notre seconde chance en quelque chose de beau. » Max remua la queue, lui léchant le visage comme il l'avait fait dans les moments les plus sombres à la prison. Alors que le soleil se couchait sur le sanctuaire, Sarah et Max rentraient chez eux, 2 survivants, ayant prouvé que l'amour et la vérité surpassent les mensonges les plus cruels. Leur histoire continua d'inspirer, rappelant au monde que les héros les plus extraordinaires peuvent prendre des formes inattendues.